à tous. Donc en effet, Julien Robergeau, donc je suis un Cloud Security Architect chez Checkpoint et on va parler un peu de Synap et on va essayer de comprendre tous ensemble un petit peu ce que c'est et finalement quels sont les enjeux de sécurité cloud et découvrir un petit peu tout ce qui se cache derrière le cloud, tout ce qu'on peut faire et potentiellement tout ce qu'on peut y voir avec une solution qui aura une vue là-dessus à 360. Donc déjà la première chose, c'est d'essayer de comprendre un petit peu le périmètre. Et de se dire, tiens, le cloud, déjà, qu'est-ce que c'est, comment on y va, qui y fait quoi. Donc en règle générale, la première chose quand on va vers le cloud, c'est partir de l'infra, parce qu'en fait c'est la première chose qu'on fait, on a le réflexe, on a déjà des environnements on-premise, et donc il y a une culture qui est déjà développée depuis pas mal d'années maintenant, qui est sur l'hybride. Et donc on va avoir à la fois des choses vers des environnements AWS, Azure, GCP, mais aussi des choses plutôt on-premise, avec parfois également des technologies type NSX, type Cisco SCI, et finalement on gère un petit peu avec tout ça et on se retrouve avec des écosystèmes différents et des façons de faire peut-être un petit peu différentes, mais globalement tout le monde est habitué à se dire que je reproduis la sécurité périmétrique et je vais la déporter dans les clouds publics, et en réalité on peut le faire avec des technologies comme par exemple du checkpoint et respecter les règles du jeu du cloud, c'est-à-dire scaler, automatisation, etc. Tout ça c'est des choses qu'on peut absolument faire, mais c'est pas la sécurité infra qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment tous les enjeux. Et la deuxième chose qui arrive souvent dans un second temps, quand on est peut-être un petit peu plus mature dans le cloud, ça va être tout ce qui est container, tout ce qui est Kubernetes, tout ce qui est serverless. Et on va commencer à parler finalement de choses un petit peu différentes. Et pareil, la façon de faire derrière aussi, les enjeux, les difficultés sont différentes. Quand on a du Kubernetes, on a des images c'est potentiellement des vulnérabilités. Et donc, on se retrouve à, finalement un parc, peut-être des utilisateurs aussi qui sont différents, puisque ça va être des DevOps qui vont gérer le parc Kubernetes. Là où avant, c'était peut-être l'équipe traditionnelle Sécu qui gérait le pilotage et la gouvernance des environnements cloud. Donc finalement, il y a beaucoup plus de monde dans la barque, et on se retrouve à peut-être avoir quelques conflits ou quelques difficultés à encore une fois avoir une vue globalisée. Et nos amis développeurs, même chose, on arrive sur le pipeline. Et ces environnements cloud, il faut commencer à parler Terraform, il faut commencer à parler template de code pour décrire des environnements. Et la sécurité se doit aussi de s'adapter à ça et de rentrer complètement dans le cycle CI/CD, et donc de dire dès le début, depuis le code, je vais accompagner les développeurs pour produire des templates Terraform qui sont propres, qui présentent pas de vulnérabilité, que ce soit des vulnérabilités de configuration, donc l'architecture qui est décrite par le template de code, ou que ça soit des vulnérabilités de type secret, mot de passe, clé privée, token, qui seraient restés dans le template et qui seraient exposés à la fin sur un GitHub parce que quelqu'un se loupe et rend le repo GitHub en voie publique. Donc le terrain de jeu, il est là. Et donc l'idée d'une solution Synap, c'est d'avoir quelque chose qui soit capable de globaliser tout ça et de fournir encore une fois de la vision. Et c'est la première chose qui est intéressante, c'est de faire de ce qu'on appelle du CSPM, de la posture management, c'est-à-dire d'aller scanner l'intégralité de ces choses-là. Donc en de règle générale, et nous c'est le cas, on le fait en API. Donc c'est-à-dire qu'on va s'interconnecter avec nos environnements AWS, Azure, GCP, Oracle, AliCloud, et on va aller interroger tous ces environnements en API pour essayer de déterminer s'il y a des problèmes de configuration. Et donc dire très bien, est-ce que j'ai pas une base de données qui serait exposée publiquement, ou est-ce que j'ai pas une instance qui présenterait des vulnérabilités, est-ce que j'ai pas une bucket S3 qui serait chiffrée. Bref, il y a un milliard d'exemples, et tout ça on peut le faire au travers de régulations. Donc par exemple du GDPR, PCI DSS, ISO 27001. L'idée est d'avoir les standards du marché, les frameworks, et de pouvoir s'appuyer dessus et de dire est-ce que demain je serai un peu plus compliant que je l'étais hier, et essayer d'avoir une marge de progression pour suivre nos environnements. Et encore une fois, on peut pas faire de l'audit traditionnel qu'on avait l'habitude de le faire avant, puisque l'environnement cloud est très changeant. À un instant T et un instant T plus 1, on peut avoir quelque chose de différent. Et donc cette idée d'avoir un outil pour faire de la posture continue sur vos différents environnements cloud. À ça, on ajoute également gérer les logs des clouds publics. Puisqu'en effet, les logs, ils vont être beaucoup plus nombreux. Et donc, à gérer, ça peut être un enfer. Et l'idée, c'est de se dire, peut-être qu'on va les récupérer, les enrichir et les exploiter. Et il y a plein de choses à faire, notamment avec les logs d'activité, puisque on va avoir aussi un nouvel enjeu dans les clouds publics, c'est les permissions. En fait, on peut attacher des permissions à peu près n'importe quoi, des instances, des utilisateurs. Et la permission devient un enjeu vraiment absolument central, puisque je peux avoir potentiellement une permission trop élevée quelque part. Et donc, cet élément qui a une permission trop élevée, si j'arrive à l'atteindre, je peux ricocher sur à peu près n'importe quoi. Donc, les logs vont être un élément important. Et le Synap, pourquoi ça a évolué? C'est parce qu'en fait, on s'intéresse à tellement de choses
Alors c'est vrai que j'ai pas expliqué l'acronyme. Alors je suis jamais un grand fan des acronymes, hein. C'est le Gartner qui les invente. CNAPP, c'est Cloud Native Application Protection Platform. Et donc le CNAPP, en fait, c'est une évolution de la posture. Et l'idée, c'est de se dire, on a tellement d'alertes de plein d'endroits différents qu'on va pouvoir les mettre en corrélation et fournir une vue de risque, donc ce qu'on va appeler nous un ERM, Effective Risk Management, et on va pouvoir afficher un dashboard précis qui va vous dire, voilà, le top 10 de vos risques, c'est cela, et quand vous zoomez sur les risques, le top 10 des révélations pour chaque asset, c'est ça. Et donc c'est ce qu'on va voir un petit peu maintenant, qu'on a présenté un petit peu les enjeux globaux. On va zoomer et aller dans une vue portail, checkpoint, et se dire, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur, et moi demain, si j'interconnecte la solution CloudGuard à mes environnements, qu'est-ce que je vais voir et comment je vais me dépatouiller un petit peu pour finalement me simplifier un petit peu la vie au quotidien. Donc l'idée effectivement c'est de zoomer et donc se dire je vais avoir une vue tout simplement où on va me trier mes entités. Alors c'est peut-être un petit peu loin pour tout le monde, mais rassurez-vous, je vais décrire un petit peu ce qu'on voit à l'écran. L'idée est de se dire je vais avoir un dashboard qui me présente par entité et qui va les trier par ordre de risque. Alors maintenant, la question, c'est de se dire le niveau de risque, d'où il vient, comment il est calculé. Et en fait, c'est fait sur tout un tas d'éléments qu'on va parcourir ensemble. Donc déjà, la première chose, c'est de comprendre que c'est multiplateforme. On a un ERM où on va avoir tous les événements qui vont remonter, que ce soit de l'AWS, du Kubernetes, AWS, de l'Azure, de l'OpenShift, puisque c'est un point important. On peut aussi supporter sur la partie Kubernetes des choses qui sont on-premise, donc OpenShift, Tanzu. On va supporter pas mal de petites choses. Et donc l'idée est de se dire qu'effectivement, multiplateforme, et ça arrive tout au même endroit pour, encore une fois, trier par niveau de risque et aller régler les choses qui sont le plus important. Alors on peut tout filtrer évidemment, hein. Si on veut filtrer par environnement, c'est possible. La deuxième chose, c'est qu'on va trier ça par type. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est il peut y avoir des VM Azure, il peut y avoir des containers, il peut y avoir du serverless. On voit ici des exemples avec des lambda chez AWS. On peut avoir des registres et on peut avoir des rôles. Donc, je parlais de permission tout à l'heure. Encore une fois, l'idée est de mettre tout en corrélation. Un point important également, c'est de voir si c'est en train de tourner. Si mon instance elle est en train de tourner, potentiellement, si j'y trouve des vulnérabilités, c'est que c'est accessible tout de suite. Si l'instance est plus en train de tourner, peut-être que je peux baisser mon niveau de risque. Donc, pareil, c'est intéressant d'avoir cette information-là. Une priorité business. Ça aussi, c'est important et c'est quelque chose qui est très utile dans un moteur de RM. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aller influer sur le niveau de risque et de définir une priorité sur les éléments. Donc, je peux le faire par environnement, je peux le faire au niveau d'un asset, je peux le faire par tag. Et l'idée est de se dire, alors peut-être le faire de manière facile au début, de dire tel environnement c'est de la prod, tel environnement c'est du dev, et potentiellement mon dev est moins important. En réalité, c'est pas une bonne façon de faire parce que vous pouvez, en règle générale, il y a plus d'exposition qui se fait dans l'environnement de dev parce que justement, on a plus de droits. Potentiellement, quelqu'un peut tester avec des bases de données de prod. On sait comment ça marche dans les entreprises. Parfois, il y a peut-être des manques de contrôle et il y a des passerelles qui font qu'on se retrouve à avoir parfois des choses très critiques dans un environnement de dev. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de prendre tous les environnements pré-prod, dev, prod très au sérieux et de les piloter de la même manière. En revanche, les assets qui sont développés à l'intérieur, parfois, effectivement, on peut se dire, là, je sais que tel stockage, il n'y a rien dedans, je vais baisser la priorité. Donc, c'est important de pouvoir définir cette priorité business. Et donc, effectivement, je l'ai dit, le faire soit par type d'élément, soit, par exemple, un deuxième exemple, c'est s'il y a du paiement, dire, tiens, je sais que ces assets-là servent à gérer une interface de paiement, il y a des cartes bancaires qui passent dessus. Bon, je mets l'importance à un niveau très élevé. Un autre point qui va être important, c'est les permissions. Donc on l'a dit, je l'ai déjà dit et je le redis. Encore une fois, c'est vraiment un enjeu central quand on arrive dans le cloud. Et ce qu'on propose, c'est d'aller modéliser ces permissions. Et donc, on va se dire, tiens, donc là c'est un exemple sur AWS. Je vais modéliser mes permissions et dire, je l'affiche de deux manières. J'affiche déjà le template, donc c'est ce qu'on pourrait retrouver dans AWS. Et je vais modéliser tout ça de manière graphique pour s'y retrouver un petit peu plus facilement. Et pour être très succinct mais efficace, en gros, IAM, donc il y a les permissions sur AWS, en fait c'est un rôle sur lequel on va pouvoir attacher des politiques. Et c'est les politiques, en fait on peut en avoir plusieurs par rôle. Et donc nous, ce qu'on se dit, c'est on va afficher toutes les politiques, on peut faire des vues consolidées, assembler tout ça pour avoir une vue finalement efficace où il n'y a pas de redondance et tout de suite déterminer qu'est-ce qui se passe. On va également fournir un niveau de sensibilité des permissions. Donc je pourrais avoir par exemple
je m'aperçois que j'ai des droits pour aller faire telle ou telle chose, c'est permissif, donc je mets un score entre 1 et 99. Et puis l'autre chose qu'on va faire, c'est comparer les logs d'activité, et c'est là où c'est intéressant d'avoir tous les éléments, de les mettre en contexte. Les logs d'activité me permettent de déterminer si mon rôle, mes permissions, sont légitimes ou pas. Et donc je vais pouvoir scanner et dire, bah ok, par rapport à ce que nous on a vu passer, votre rôle, bah en fait, il est trop permissif pour tel élément, tel élément, tel élément. Et on va vous fournir un template de résolution qui va respecter ce qu'on appelle le least privilege. Et donc c'est super intéressant parce qu'en fait, sur une instance, la plupart du temps quand on fait des POC, sur des tenants, donc encore une fois qui ne sont pas des tenants de prod et des petits tenants, quand il y a 100 assets, il y a 4000 permissions derrière. Donc en fait c'est complètement exponentiel et les permissions, encore une fois, deviennent un élément très très central. Un autre point important, c'est l'exposition. L'exposition vers Internet, ça peut paraître bête, mais l'idée va être de déterminer, finalement, est-ce que j'ai pas des instances qui acceptent du trafic malicieux? Et donc ça, pareil, en utilisant les logs de trafic, nous, on enrichit ça avec nos informations. Donc, Checkpoint, on a une base de données énorme qu'on appelle le Threat Cloud, et on est capable de prendre n'importe quel IOC qu'on a récupéré de notre Threat Cloud, de l'injecter dans les logs, et de dire, attention, telle machine a accepté du trafic malicieux. Et donc ça, c'est déterminé par effectivement des moteurs IA chez nous et tout un tas de choses qui permettent d'aller donner cette information. On va également afficher ce qu'on appelle l'attaque path, donc le chemin d'attaque, c'est-à-dire que si j'ai un asset qui est exposé publiquement, comment je ricoche? Finalement, quel est le chemin pour attaquer cette machine et potentiellement qu'est-ce qui se cache derrière et quel est le chemin que va pouvoir exploiter un attaquant? Pareil, c'est un élément super important parce que potentiellement, quand vous envoyez ça à un SOC ou une équipe pour gérer de la vulnérabilité, eux, ils voient clairement quels sont les risques associés, quel est le chemin, quelle est la vulnérabilité exploitée. Et donc, c'est finalement plus facile à régler. Et peut-être que ça permet aussi de limiter la durée d'un ticket ouvert, par exemple. On va avoir les problèmes de configuration. Donc ça, classico-classique, hein, c'est par ça qu'on a commencé. C'est la partie CSPM. Donc, c'est tous les éléments de configuration et de posture qui peuvent être mauvais. Donc encore une fois, quelque chose qui serait pas chiffré, de la donnée qui est pas chiffrée, une donnée en transit. Bon, il y a tout un tas d'exemples qui sont intéressants. Et encore une fois, plus on a d'assets, plus ce travail-là devient compliqué à faire de manière manuelle. Et quand compliqué, je suis gentil, c'est même impossible de le faire de manière manuelle. Et donc avoir une configuration de manière globale devient très intéressant. Et puis on arrive sur le petit dernier, qui est la partie vulnérabilité, donc ce qu'on appelle CWPP. Et donc l'idée va être de dire, que ce soit du Kubernetes ou que ce soit des instances, je vais aller regarder et déterminer si j'ai des vulnérabilités et donc afficher toutes les CVE et dire, tiens, qu'est-ce qu'on va avoir comme élément critique que je vais pouvoir voir et fournir également des solutions et donc un template de rémédiation. Et on va avoir également toute une partie secret et menace. Donc c'est-à-dire que quand je viens scanner par exemple une instance EC2 chez AWS ou une instance chez Azure, je vais pouvoir afficher tous les secrets. Et donc ça, pareil, ça fait partie des choses qu'on a ajoutées à la plateforme. Je peux aller regarder si j'ai pas des passwords, je peux aller regarder si j'ai pas des menaces, si j'ai pas tout un tas de choses présentes sur mon instance qui, à nouveau, élèvent le niveau de risque. Et donc quand on mélange tout ça, c'est le RM. Donc voilà un petit peu, dans les grandes lignes, ce qui fait qu'on arrive à calculer un niveau de risque et qui va vous permettre au quotidien d'afficher tout ça et de dire très bien, j'ai bien compris que les choses les plus élevées, c'est celle-ci, et j'ai plus qu'à régler les choses. Donc voilà un petit peu, en une dizaine de minutes, la solution CloudGuard, ce qu'elle permet de faire, et donc encore une fois, d'aller sécuriser du code vers le cloud, d'aller sécuriser des workloads, d'aller sécuriser de l'applicatif, et n'hésitez pas à passer sur notre stand Checkpoint pour discuter avec moi si vous le souhaitez, en apprendre un petit peu plus. Et puis sinon, merci de m'avoir écouté, et puis à bientôt.